Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'une bande qui a eu son heure de gloire, et même plusieurs heures de gloire, des mois, et triste gloire, c'est la bande à Bono, la bande à Jules Bono. Rendons-nous dans le passé, le 21 décembre 1911, rue Ordener à Paris, une automobile s'arrête et les occupants de la voiture visent celui qui est en train d'apporter l'argent à la banque et tirent, le blessent grièvement et repartent avec l'argent de la caisse. C'est le premier hold-up en automobile. Avant, on se le pratiquait à pied, à cheval, peut-être, mais en voiture, c'est la première fois. Qui donc est cet l'auteur de ce premier hold-up en voiture? Ils sont plusieurs. Il y a Jules Bono. Jules Bono, qui est Jules Bono? C'est un personnage étonnant, c'est un personnage sombre, au caractère emporté, et qui est né dans une famille où rien n'allait vraiment bien, où il y avait de la violence. Et puis son frère, Jules Bono, à la suite d'une déception amoureuse, s'est suicidé. Et puis lui, Jules Bono, a épousé une femme qui est morte. Il a vécu avec une prostituée, puis il a épousé une autre femme. Il a eu des enfants. Et puis cette femme est partie avec son amant. Et là, Jules Bono est devenu quasiment enragé contre la société, contre tout ce qui bougeait autour de lui. Et il a continué à pratiquer son métier de bandit avec beaucoup d'applications. Il a engagé autour de lui plusieurs bonnes volontés. Il y avait Raymond Lascience. Pourquoi Raymond Lascience? Parce que c'était un Raymond qui aimait beaucoup lire, même tout en étant truand. Il y avait aussi Soudy, un tuberculeux qui lui avait la carabine facile, c'était donc l'homme à la carabine. Il y avait Carouille, un tourneur sur métaux. Il y avait Garnier, il y avait Vallet qui étaient des déserteurs. Vous voyez, une belle équipe qui s'en allait donc attaquer les banques, par exemple le 25 mars 1912 à Montgermont et à la Chantilly. La Société Générale est attaquée de nouveau et là il y a des morts. Le 24 avril 1912, tout ce beau monde est cerné à Ivry et Jules Bono réussit à s'échapper et s'en va à Choisy-le-Roi le 29 avril 1912. Et là, donc, toutes les personnalités viennent voir celui qui a acquis une réputation, une triste réputation, une réputation de héros de l'horrible en quelque sorte. On vient voir comment l'histoire va finir. On sait très bien comment ça va finir, mais on vient assister à l'Alali. Il s'est réfugié chez un garagiste et il y a, figurez-vous, 30 000 personnes qui sont venus tout autour voir la fin de ce Jules Bono. Donc on va faire les sommations d'usage, on lui a demandé de se rendre, et il ne se rendra pas évidemment, il va tomber les armes à la main, et les curieux, les badauds vont défiler pour voir son cadavre, la bête est morte. C'est assez triste comme réaction, cette foule qui vient voir celui qui n'avait aucune raison d'être aussi violent, mais qui a fini dans l'indignité en quelque sorte, à la fois la sienne et puis celle des autres qui étaient témoins de sa fin. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'un de ses compagnons, celui qui avait inspiré à Bono sa philosophie de l'anarchie pure, eh bien, Kilbatchich, c'est un théoricien de ce genre de pratique, l'anarchie. Les anarchistes, vous savez, c'est un mouvement qui s'est développé au XIXe siècle, et puis au XXe siècle qui continue aussi. Il y a toujours ce mouvement un peu contestataire, et puis Kilbatchich, lui, va se retirer de l'affaire avant que ça devienne trop grave, avant qu'il y ait des morts, et puis il va se reconvertir. Et on le retrouve au milieu disons vers les années 30-40 à Mexico, à côté de Trotsky. Et c'est devenir un compagnon de Trotsky, et Kilbatchich meurt à Mexico en 1947. Voilà l'ancien compagnon de Bono qui meurt là-bas sous le soleil et sans sombrero. Voilà, c'était donc l'histoire de la bande à Bono.